derrière les mots que vient de prononcer Émile Olivier. Maintenant, nous avons un micro-baladeur, nous avons Émile Olivier disponible. Franz Lecomte, n'est-ce pas qui... Oui, il peut contribuer au débat. Le texte tourne sur plein de choses, sur plein d'idées. Le texte tourne sur la notion d'identité, la notion d'exil, la notion d'errance. Le texte aussi tourne sur la notion de mémoire. Alors, qui brise la glace? Qui a le courage de s'affronter à cette pensée? Télémac, je voulais rappeler également aux invités qu'il y a les livres là qui sont... Ah oui, évidemment. Et il a rapporté... Ne vous gênez pas, ne soyez pas embarrassés. Prenez 10, 20 ou 30, et puis là, il signera pour vous. Oui, effectivement, la vente signature se poursuit tout le long de l'événement. Émile a distribué, a distillé toute cette pensée le long de ces 10 bouquins. Alors, n'hésitez pas à faire plaisir à votre amour propre. Alors, achetez les livres d'Émile Olivier, consommez cette pensée importante et cette pensée profonde. Alors, qui brise la glace d'abord? Il n'y a pas de questions pour Émile Olivier? Oui, oui. Ah, mais certainement. La question d'identité me semble peut-être la plus difficile. Pourriez-vous nous donner un peu plus d'informations sur cela? Oui. La question d'identité. Comment l'affronter? Oui. C'est effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est une question extrêmement difficile parce que ces 10 ou 15 dernières années, nous avons en quelque sorte changé de manière de voir l'identité. Hein, les gens savants diraient qu'on a changé de paradigme. Autrefois, on essaie et on s'appelait X, Y ou Z et on traînait cette identité-là dont l'emblème c'est l'acte de naissance, hein, ce qu'on appelle les papiers d'identité, hein, les passeports, etc., hein, jusqu'à la fin de sa vie. On était pratiquement le même, hein, c'est-à-dire que Étienne Télémac, né en telle année, etc., hein, qu'on le trouve à 10, 20, 30, 40, 60 ans, c'est le même Étienne. On s'est aperçu ces 15 ou 20 dernières années que les choses étaient beaucoup plus complexes que ça. Et que si apparemment nous étions le même à travers le temps et à travers l'espace, mais on pouvait avoir plusieurs identités. Ne serait-ce que dans la mesure où l'identité nous prépare à jouer un rôle dans la vie, hein, on pouvait à la fois avoir une identité de père ou de mère de famille, une identité de travailleur, une identité de consommateur, etc. Et la chose devient encore beaucoup plus complexe, je dirais, au 20e ou au 21e siècle, du fait que nous avons assisté à ce que j'appelle moi la reprise de la circulation. On vient de passer à peu près 2 ou 3 siècles où l'être humain était sédentaire. Hein. Il y a eu des lois qui ont obligé les gens à rester sur leur territoire. Aujourd'hui, on s'aperçoit depuis la deuxième moitié du XXe siècle que le nomadisme a repris. Il y a de grands brassements, de grands déplacements de population. Ce qui veut dire que nous, ici présents, nous pouvons avoir, et je suis absolument persuadé que nous avons plusieurs identités. C'est-à-dire que quelque part, nous sommes, par exemple, irréductiblement haïtiens, mais quelque part d'autre, nous sommes américains. J'ai un frère, un demi-frère qui vit à Miami, moi il m'étonne, hein, à chaque fois que je vais le voir. C'est un monsieur Haïti, c'est une hantise, c'est une obsession, etc. L'autre jour, j'ai été extrêmement étonné de voir que ce type-là était prêt à aller mourir en Afghanistan parce qu'il veut défendre les valeurs de la liberté, de la démocratie américaine. Hein. Il ne le sait pas, mais il parle comme un bon Américain. Alors, moi, je dirais que ça m'a sauvé dans ma vie, ça. Une vision de l'identité comme celle-là. Hein.
Vous savez aussi bien que moi que c'est pas facile pour les gens de mon âge, un beau matin, de se présenter au bureau de la citoyenneté dans un pays étranger et de dire voilà, je viens prendre un passeport, une nationalité, une citoyenneté. Je me souviens, des fois j'aime beaucoup m'amuser, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup rire. Je me souviens, il y a de nombreuses années, je me suis présenté, convoqué par le bureau de la citoyenneté, sur la rue Beaver Hall à Montréal, pour une grande cérémonie. Et c'est là que j'apprends qu'il fallait que moi, citoyen haïtien, indépendant depuis 1804, que je devais prêter allégeance à la reine d'Angleterre comme citoyen canadien, etc. J'avoue que je suis dans les années 60, j'y allais la queue basse, la queue entre les jambes, la mine un peu déconfite. J'y allais. Mon premier coup d'œil, ça a été de regarder dans la salle. Tu vois, ça m'a rassuré, il n'y avait que des blancs. Je dirais, voilà, je vais poser dans la honte un acte, n'est-ce pas, dont je serai le seul à être au courant. Manque de peau. En sortant de la cérémonie, je rencontre un autre noir, c'est ça, qui était un haïtien, et il me dit, j'espère que ça va rester entre nous. Et pendant des années, il est mort aujourd'hui, mais pendant des années, on se rencontrait, et entre nous, on avait un code. Je disais, chers compatriotes, etc. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Vous voyez, c'est comme on a fait du chemin. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Moi, par exemple, j'ai la citoyenneté. Pour moi, je viens d'écrire un texte là-dessus. Un beau matin, j'ai appris que je n'étais plus citoyen haïtien. J'ai appris ça. J'étais plus citoyen haïtien. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je rentre en Haïti, je trouve une loi. On dit que ceux qui... Bon, évidemment, j'avais pas trop d'espoir de briquer le suffrage de mes concitoyens, donc ça ne me dérangeait pas tellement. Mais j'ai appris que j'étais un citoyen de seconde zone et que je pouvais reprendre ma citoyenneté canadienne à l'occasion de la Constitution de 87, ce que j'ai pas fait. Oui, la citoyenneté haïtienne, à l'occasion de la... Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah non, la citoyenneté indienne, j'ai pas refait ça, j'ai pas pris j'ai pas repris la nationalité, parce que je trouvais que la loi m'humiliait, en un certain sens. Cette loi me forçait à reconnaître que j'avais trahi ma patrie, ce qui n'était vraiment pas le cas. C'était vraiment pas le cas. Et je disais par-dessus le marché, c'est une affaire des lois de l'État et du gouvernement. Parce que, comme je disais l'autre jour, là, à York University, quand ma mère vient d'un bled, là, d'un petit village qui s'appelle la Croix des Bouquets, c'est une ville, la Croix des Bouquets, quand j'arrive à la Croix des Bouquets, c'est pas le Canadien qui arrive, non, pas du tout. C'est Milo, le fils de Madeleine, il est de retour. Donc je reprends ma citoyenneté, c'est-à-dire je suis de la cité à part entière. Donc voilà, c'est un peu ces considérations que m'amène à faire toute la question de l'identité, bref, qui aujourd'hui est éclatée, qui peut se recouper en termes d'identité plurielle. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes une multiplicité, et nous tous ici présents, si nous sommes honnêtes et que nous nous regardons, nous verrons que nous appartenons à un certain... C'est pour ça que je disais dans le texte tout à l'heure que je n'aime pas le mot racine, je préfère le mot chemin, je préfère la route à ce mot-là, parce que on est des différents lieux qu'on traverse. J'ai une petite question, philosophique d'ailleurs. On peut quand même avoir des identités, certaines identités dont on n'est même pas conscient, en pareil cas. Ah oui, tout à fait. Oh oui, tout à fait. Je pense effectivement que depuis quelque temps, j'ai tendance à dire que nous avons des identités à géométrie variable. Oui, à géométrie variable. C'est-à-dire que moi, je m'aperçois que ça fait près de plus de 35 ans que je vis au Québec. Bon, les Québécois disent que je suis un Québécois, parce qu'ils sont très généreux, là.
Je préfère dire que je suis un Haïtien du Québec. Hein. Je vais dire ça, je suis un Haïtien du Québec, mais ils disent que je suis du Québécois. Mais je m'aperçois que moi, intimement, hein, je ne suis peut-être pas tellement du Québec. Je suis davantage de Montréal. Je suis pas tellement de Montréal. Je suis d'un quartier de Montréal, hein, où je vis, hein, qui est Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges. Hein, je suis de ce bout-là. C'est mon petit territoire à moi, hein, de l'exil. En même temps, j'ai le fond haïtien qui revient hanter mes nuits, mes rêves, mes sommeils, ma nourriture, mes mœurs et coutumes, mes manières de table, de lit, si je peux m'exprimer ici, hein, tout ça est là. Hein. Et quelque part aussi, c'est ça que j'appelle la géométrie variable. Quand j'ouvre la télévision et que je vois des choses qui se passent au Burundi, au Rwanda, ou à Jérusalem, dans la bande de Gaza, etc., cette folie meurtrière me dérange. Hein. Je me sens concerné par ça. Donc j'ai l'impression que de plus en plus, nous sommes amenés à vivre sur plusieurs plans notre identité, c'est-à-dire un plan local, un plan national, on appartient à plusieurs États finalement, hein, et un plan que j'appellerais un plan mondial. Voilà. J'ai une question. Il existerait une identité nouvelle chez certains écrivains de la seconde génération, chez des types comme Péan par exemple, Stanley Péan au Québec, chez Dantica ici aux États-Unis. Est-ce que d'après vous, il y aurait un lien entre la nouvelle identité de ces écrivains de la seconde génération et l'identité classique des Alexis, Olivier, Phelps, etc. Ah oui, c'est une question un peu lourde. C'est une question un peu lourde. Je répondrai en deux temps. La première, je commencerai par la fin de la question en disant que je ne suis pas sûr qu'au moment où nous parlons, nous sommes haïtiens comme les gens de 1804 l'étaient. Pourquoi tu ris là? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr que nous sommes haïtiens comme on l'était en 1960. Hein. Il m'a semblé que dans tout le 19e siècle, bon, il fallait consolider, constituer une identité de repli. Hein. Il me semble. Hein. Il y a tout un versant du nationalisme haïtien qui est un nationalisme de repli. Et depuis que la circulation a repris, effectivement, il y a quelque chose de très important, c'est que Haïti, où les Haïtiens ne sont plus ceux qui vivent dans 28 000 km², et qu'il y a des Haïtiens de Montréal, des Haïtiens de Boston, de New York, etc., etc., etc. Je crois que c'est très important, ça. C'est-à-dire notre tâche, je dirais, si pour les gens qui sont dans le domaine des sciences sociales, ça serait de mettre à jour cette identité-là, et ça aurait fait énormément de bien. Hein, si on pouvait faire du lest par rapport à ce que j'appelle l'indigénisme ou le noirisme haïtien qui a été dominant pendant ces 30 ou 40 dernières années. Revenons maintenant à la deuxième partie de votre question, qui est la littérature. Effectivement, j'ai vu, il y a un très beau livre qui vient d'être écrit par un prof de l'Université Laval. Ça s'appelle « Ces étrangers du dedans ». Et ce qu'il essaye de faire, ce qu'il fait dans ce livre-là, c'est de prendre les écrivains migrants au Québec depuis les années 40 et voir comment ils ont évolué. Parce qu'il y en a, il y a des écrivains migrants, il y en a au Québec. Hein, de plus en plus, on les appelle ces voix qui viennent d'ailleurs. Et comment ils ont évolué, c'est extrêmement important parce que quand on regarde à travers le temps, parenthèse, je dirais que nous, Haïtiens, on occupe un fort contingent. Hein. C'est l'une des communautés à avoir beaucoup plus d'écrivains, hein, au Québec. On voit comment les gens ont évolué. Les premiers qui étaient arrivés se fusionnaient.
dans l'ensemble québécois. Petit à petit, ces écrivains se sont détachés. Et on prône. 10, ce sont des écrivains qui ont participé au monoculturalisme de la société québécoise. Ensuite, il y a des écrivains qui ont développé ce qu'on peut appeler l'interculturel, ou l'interculturalisme de la société québécoise. Je pense que ça a commencé un peu avec ma génération, avec une nuance. C'est-à-dire, je ne comprends pas, par exemple, que des gens comme Anthony Phelps, Serge Le Gagneur, n'ont jamais été reconnus comme Québécois. Et que Dany Laferrière, Émile Olivier, Joël Desrosiers, etc. Donc il y a une sorte d'évolution au Québec sur cette question-là, c'est-à-dire des écrivains qui passent le monoculturalisme québécois, l'interculturalisme, et selon ce savant professeur, aujourd'hui, on serait à l'époque du transculturalisme. C'est-à-dire que dire des écrivains migrants, c'est pas suffisant. Il faudrait dire que l'écriture même, elle-même migre. Hein, c'est ça, l'écriture. Hein, Kafka disait énigmatiquement, il faut bien que quelqu'un danse. Eh bien, je crois qu'on assiste à l'heure actuelle à la danse des figures, des formes, des signes, des langues et des langages. Plus concrètement, parce que je sais que c'est un petit peu abstrait ce que je dis là, et je ne vais pas perdre nos invités, je dirais que quand on regarde les choses, on s'aperçoit qu'il y a 3 générations d'écrivains haïtiens au Québec. Il y a une première génération qui serait celle de Phelps, Le Gagneur, Gérard Étienne, etc. Et moi, en un certain sens, hein, qui sont des gens qui sont arrivés, je dirais, vaccinés, tout poudré. Hein. On est arrivé adulte au Québec. Moi, j'avais 25 ans. Hein. Phelps avait déjà pratiquement 35 ans quand il est arrivé au Québec. Hein. Il y a des gens, la deuxième génération, qui sont arrivés très très jeunes au Québec. Je dirais, quelqu'un comme Dany Laferrière me semble être dans ce cas-là. Quelqu'un comme Joël Desrosiers, qui est arrivé, il avait peut-être 7 ou 8 ans, etc. Il y a une 3e génération, qui est celle de Stanley Péa, et je vous assure que la Fondation Mémoire aurait intérêt à inviter quelqu'un comme Stanley Péa, parce que c'est typique. C'est un Haïtien qui a vécu tout au nord de la province, à Chicoutimi, à Jonquière, le seul noir de son espèce, et qui n'a jamais connu Haïti, sinon que parce que lui disait, un peu comme Edwidge Zaticat, sa grand-mère. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 générations sont traversées d'une manière ou d'une autre par l'obsession de la terre natale. Donc il y a, à mon avis, quelque chose là. Il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Hein? Il y a quelque chose. Très bien, j'ai bien senti la perspective. Maintenant, il y a une question par rapport au discours des urnes scellées. Les urnes scellées, c'est un texte qui est disponible actuellement. Je pense que vous devez lire ce livre-là, parce que c'est un livre pour moi très important d'Émile Olivier. Par rapport à ce discours sur les urnes scellées, est-ce que vous sentez qu'il y a une réaction de rejet ou d'intimidation, enfin rejet, ou les deux, de la part des écrivains qui sont restés en Haïti et par rapport à la trajectoire de ceux qui ont émigré? Bon, pour qu'on ne perde pas nos amis, encore une fois, il faudrait rapidement que je dise de quoi ça parle, les urnes scellées. Hein. Les urnes scellées, c'est un roman que j'ai fait aux alentours de 1987. C'est pas un roman autobiographique, pas du tout. Pourquoi? Parce que bon, l'histoire que ça raconte, ça n'a rien à voir avec ma vie. Je dirais un peu pour m'amuser que quand j'étais gosse, il y avait dans le quartier 3 jeunes filles. Je sais que Franz aime ça là quand je dis ça, que ces 3 femmes-là étaient des scandales de beauté biologique. C'est des scandales biologiques de beauté. Tu vois. On jamais vu, hein, on n'avait jamais vu gosse d'aussi belles femmes.
Cependant, il y a un problème. Le bruit a couru dans le quartier que leur père les avait montés. C'est qu'on n'a pas les là. Hein? C'est-à-dire qu'il avait... J'ai de la difficulté à traduire ça en français, mais qu'il avait jeté un sort sur ces filles-là pour se les garder, probablement. Et que l'homme qui approcherait ces filles-là serait mort de mort violente. On a probablement entendu des choses comme ça. Sauf que moi, dans mon cas, 25 ans plus tard, je suis retourné, la malédiction avait marché. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'aucun homme n'avait approché ces femmes. J'avais cette impression-là, hein. J'ai pas été vérifié, mais j'avais cette impression. De là le titre, les yeux scellés. Mais les yeux scellés au sel, les yeux scellés au sel encore un autre titre. C'est que je suis en 1987, là je redeviens un peu plus sérieux. On est à l'époque des élections ratées. Donc pour moi, les yeux scellés, c'est ces élections ratées où on assassinait des électeurs à même les bureaux de vote, là où il y a le vaillant, des trucs de ce genre. J'étais en Haïti, ça m'avait frappé. Et le roman prend racine dans ces interrogations-là, et je me suis aperçu, et c'est à ça que Télémaque fait allusion, que s'il n'y a pas une impossibilité de retour, il y a tout au moins une difficulté du retour. Saint-Pierre, philosophe, va aimer ça. Il y a un vieil ami, Héraclite, n'est-ce pas, hein, qui vraiment dans l'Antiquité disait « L'homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, parce que la deuxième fois, non seulement le fleuve a changé, mais l'homme aussi a changé. Hein. » Effectivement, c'est l'expérience que j'ai faite, moi, comme migrant. C'est-à-dire, je suis retourné en Haïti après 25 ans d'absence, je m'aperçois que j'ai porté une Haïti dans ma tête qui n'existait absolument plus, et que moi aussi, en un certain sens, on ne vit pas 25 ans dans une société démocratique en toute impunité. C'est un peu ça. Alors, je reviens à ta question, est-ce que... Non, honnêtement, j'ai pas senti ces dernières années un rejet par rapport à ça. Au début de la chute de Duvalier, j'ai cru comprendre qu'il y avait une affaire des gens de la diaspora et des gens de l'intérieur. Hein? Et cette coupure-là traversait rapidement dans nos discussions. Ça traversait aussi la question de la littérature. Mais je te dirais, Étienne, que récemment, j'ai rencontré des gens de l'intérieur à Bruxelles. Des écrivains comme Lionel Trouillot, Yannick Laens, Franck Etienne. On a passé une nuit à discuter de cette question-là. Et au petit matin, on a conclu qu'on était écrivain de l'extérieur ou écrivain de l'intérieur, nous participons tous à l'essor et à l'épanouissement de la littérature haïtienne. Pour moi, c'est suffisant. D'accord. Alors, je rappelle que les livres d'Émile Olivier sont encore là. S'il vous plaît, faites-en consommation, faites-en bonne consommation, parce que Émile, c'est un écrivain poids lourd. Alors, oui, je vous encourage très certainement à vous procurer ces livres-là, parce que il y a dans ses écrits quelque peu cette philosophie immanente dont vous parlez. En tout cas, s'il y a une autre question, moi je suis prêt à céder le micro.